Alors, je m'appelle Patrick Ponceau, je suis architecte en chef des monuments historiques, donc je travaille habituellement sur des très grands monuments. J'ai dirigé la restauration de Chambord pendant une quinzaine d'années. Maintenant, je m'occupe de Fontainebleau et de la cathédrale de Bourges. Alors, l'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui, là, c'est intéressant par rapport aux questions que vous vous posez, et il est bien évident qu'on n'est pas dans le même contexte, et on n'a pas du tout les mêmes moyens quand on travaille sur la cathédrale de Bourges. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est un chantier qui est privé, et je suis intervenu, c'est une opération qui a été très longue et compliquée à monter, et si je suis intervenu, c'est qu'à un moment de son histoire, il a été décidé par le ministère de la Culture de classer au titre des monuments historiques l'édifice pour des raisons d'arrêt d'histoire. Alors, moi, je n'ai pas à avoir d'avis sur savoir si c'est intéressant ou pas intéressant. À partir du moment où le bâtiment est classé au titre des monuments historiques, on intervient d'une certaine manière. Et c'est ce que je vais vous raconter à partir à la fois la démarche, les différentes étapes et les photos du chantier pour arriver à cet état-là, qui est pour l'instant, nous avons restauré le clos et les couverts de la maison. Je vais vous présenter ça rapidement. Donc, la première étape a été d'essayer de faire ce qu'on appelle un état de conservation, c'est-à-dire savoir exactement de quoi on parle et de documenter de la manière la plus complète possible cet édifice. Vous avez sur les premières images donc, deux états de la maison. Tout à gauche, on a l'état d'une carte postale, donc c'est vers 1910, et à droite, c'est l'état une centaine d'années plus tard, c'est à peu près 2010, au moment où l'édifice a été classé au titre des monuments historiques. C'est une maison qui est connue depuis très longtemps, puisqu'on a, ce qui n'est pas si courant que ça, sur des bâtiments ruraux, une documentation, une histoire, qui était d'autant mieux connue que, en fait, la maison est dans la même famille depuis le XVIIIe siècle, à peu près. Enfin, je parle sous contrôle d'un des membres de cette famille, et que les gens se sont passionnés pour l'histoire de cette maison, même si elle n'était plus habitée ou très peu habitée, à cause de son état et à cause de ses dispositions anciennes. Donc, je vais vous présenter en fait un certain nombre de photographies de l'état de cette maison tel qu'il se présentait au moment où nous avons commencé à l'étudier et au moment où la maison a été classée au titre des monuments historiques. Alors, la raison du classement est le fait que la famille et l'association qui s'était créée autour de cette maison, la demande de classement, c'est à la fois pour pouvoir garder au maximum évidemment la maison, mais aussi évidemment pour solliciter l'aide du ministère de la Culture, parce que c'est un bâtiment qui est très grand et très difficile à utiliser. Donc la recherche, évidemment, le point de départ, c'était de dire un appel à l'administration pour dire aidez-nous. Donc la maison, alors, elle était peu habitée, elle était habitée surtout au rez-de-chaussée, et on voit l'état, en fait, l'utilisation, je vais vous montrer au niveau de l'intérieur. La maison, il n'y avait pas touché depuis très très longtemps, on voit toutes ces déformations qui sont très typiques des déformations des maisons de Sologne. Et puis, comme un Bernard l'Ermite, en fait, on était venu s'installer à l'intérieur avec des fenêtres modernes donc les vues générales de la maison, avec cette très grosse cheminée qui sépare le bâtiment en deux. Et quand on comparait les états entre, donc à droite, toujours une carte postale, parce que cette maison est suffisamment célèbre, qui est au moins quelques photographies, et l'état là encore en 2010. Donc on voit que les choses évoluent doucement, tout se déforme, la couverture était maintenue en bon état, et compte tenu de l'absence d'utilisation du premier étage, la grande fenêtre à croisée avait été bouchée. Il y avait déjà eu des travaux de consolidation, parce que ce grand pignon s'enfonçait doucement, là encore comme ça arrive souvent en Sologne, et il y avait eu une semelle en béton qui avait été placée au niveau du sol
pour éviter que le bâtiment continue à s'enfoncer. Et ce qu'on aperçoit ici, alors quelque chose sur lequel on s'est beaucoup interrogé, mais on avait l'impression que les remplissages, ces très jolis remplissages de briques, sortaient complètement du pan de bois. Et donc tout ça était en train. Donc des vues à l'intérieur, voilà, c'est un bâtiment comme nous on aime, parce qu'on a l'impression qu'il nous vient du passé miraculeusement. Et en fait, quand on le regarde dans le détail, on voit des adaptations d'usage et une dégradation qui est très importante. Souvent, ça paraît, c'est sympathique et on a l'impression que c'est vieux parce que c'est en mauvais état. C'est vieux, c'est en mauvais état, c'est sympathique, on n'y a pas touché. Et en fait, quand on le regarde dans le détail, on voit que c'est pas aussi miraculeux que ça. La vue du côté du jardin, puisque le bâtiment est posé en bordure de rue, et la vue du côté du jardin. Donc quelque chose qui avait beaucoup intéressé et qui avait beaucoup intéressé, c'est que le débord de toiture était porté par une grande vis qui témoignait qui était remployée d'un escalier, une vis torse comme on trouve très souvent en Sologne, et qui est aussi connue dans notre milieu parce que on a des dessins de Léonard de Vinci qui a beaucoup rêvé à partir de cette vis de Sologne, quand les historiens rêvent, ils y voient l'origine de l'escalier de Chambord. Alors comme vous voyez, c'est ce bâtiment-là qui a été classé au titre des monuments historiques. Il fallait quand même beaucoup d'imagination pour revenir dans un passé et imaginer que ce bâtiment était autre chose qu'une espèce de grange abandonnée à moitié en ruine et qui était en train de se casser la figure, puisque tous ces ajouts-là étaient en train de se casser la figure. Donc je vais vous présenter un certain nombre de vues intérieures. Donc on avait tout ce qui fait le charme de ces maisons quand elles sont bricolées, à la campagne, c'est-à-dire des parpaings de ciment, des doublages d'amiante, toutes ces choses alors, des choses en très mauvais état, mais aussi des choses qui étaient très intéressantes et qui avaient intéressé depuis longtemps d'ailleurs. Les anciens volets avec des petites serviettes, donc possiblement des choses soit médiévales, soit début de la Renaissance. Donc on voyait qu'il y avait quand même quelque chose, que ce bâtiment avait une histoire qui était certainement riche et compliquée. Et donc voilà, je vous présente quelques vues à l'intérieur avec le détail de cette vis qui servait de support à la couverture. Et cette vis, en fait, avait intéressé depuis très longtemps, puisque l'architecte Chauvalon, qui a beaucoup travaillé en Sologne au début du XXe siècle, a même fait un dessin de restitution de cette maison en imaginant une cage extérieure avec une vis, donc c'était déjà le premier projet de restauration. Donc à l'intérieur, à la fois des stockages comme on en trouve dans les fermes, et puis, comme je vous disais, le Bernard Vermut qui s'était installé à l'intérieur, donc c'était le pavillon qui était venu à l'intérieur de la maison avec des faux pans de bois pour faire une espèce de bar, des cheminées fermées, c'est quelque chose, des aménagements d'usage que moi j'avais vu dans la maison de mon grand-père qui était en Normandie et qui, de la même manière, avait modernisé sa maison, mais donc, au niveau du rez-de-chaussée, et bizarrement, il n'y avait pas d'accès à l'étage. Et il n'y avait plus d'accès à l'étage, donc l'étage servait de stockage, avec du vieux poids. C'est au niveau de cet étage, auquel on accédait par une échelle extérieure, qu'on trouvait encore donc, des choses très intéressantes, c'est-à-dire des cheminées, des grandes cheminées avec des corbeaux qu'on pouvait imaginer médiévaux, des cheminées qu'on trouve à Châteaudun, par exemple, au XIVe siècle, et puis des choses moins sympathiques, comme tout était en train doucement de descendre, des étaiements très importants pour éviter que la poutre dont l'extrémité était pourrie ne vienne entraîner toute la charpente. Voilà, je vais passer rapidement sur ces états de... Donc, à partir de ça, ce qui nous est demandé, évidemment, c'est de faire le relevé. Donc là, ce sont des relevés schématiques sur lesquels, donc, en haut à gauche, on a les dispositions, donc les deux pièces séparées par un très gros mur, et puis des ajouts extérieurs. Donc, ça, c'est
précisément des croquis, et les relevés de la charpente. Donc ça, c'est des représentations, enfin, des petits dessins, mais ça permettait comme ça donc, une documentation complète de l'édifice, sur lequel, quand on a dessiné les relevés, on voyait apparaître des choses sur les problèmes de conservation qui se posaient. Ce fêtage qui dessine une vague, ça n'est pas d'architecture contemporaine, c'est que en fait la structure de la maison comporte ce très gros mur au milieu qui correspond en fait à des cheminées adossées, aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage, et ensuite donc, sur la façade ouest un pignon en maçonnerie, mais trois fermes, en fait, trois structures intermédiaires, avec poteaux et fermes à ce niveau-là, ici, et un pignon en grand bois. Et en fait, ce qu'on voit apparaître ici, c'est que, évidemment, le gros mur, il est solide et il est fondé, et que partout ailleurs, les fondations et les plus s'enfoncent gentiment. Ce qui est formidable sur les structures en bois, c'est que tout ça se déforme doucement, et que on remplace les galandages, on fait en briques, on remplit, et tout ça se déforme, mais ça tient le coup finalement. Le pignon est avait été stabilisé, comme je vous l'ai montré, là, par une longue ligne de béton, donc tout ça était stable, mais les deux grandes fermes intermédiaires continuaient à s'enfoncer joyeusement. Ce qu'on voit aussi du côté de la rue, c'est que comme très souvent le niveau monte, et donc la maison était enterrée de 50 cm, la sole de maçonnerie et les sablières disparaissaient complètement dans le sol, comme il n'y avait pas de gouttière en plus. Évidemment, tout ça continuait à pourrir joyeusement. Alors, une des raisons pour laquelle la maison a été classée au titre des monuments historiques, c'est que donc, on avait l'impression que c'était intéressant, il y a des gens qui s'y intéressaient, l'association, et la charpente a été datée, donc c'est l'analyse qui est présentée ici par un laboratoire, puisque les bois, on sait les dater. Alors on sait les dater parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça depuis plus d'un siècle maintenant, puisqu'en mesurant très précisément les accroissements annuels au niveau des cernes, et en faisant des bases de données à partir de monuments datés, comme par exemple sur la cathédrale de Bourges, on fait des courbes pour pouvoir dater très précisément, avec des marges d'erreur qu'on pense peu importantes, savoir vraiment réussir à placer, donc ici là sur une charpente en chêne, placer l'édifice, savoir à quel moment, effectivement, à quand remontent les arbres qui ont servi. Donc il y a eu, ça c'était avant que j'arrive, et c'est des éléments qui ont permis de dater précisément la maison et qui ont servi au classement au titre des monuments historiques. Donc le laboratoire qui est venu a fait un certain nombre de relevés, de prélèvements. Donc il y a à la fois des relevés, des marques d'assemblage pour voir si la charpente est cohérente, comment les choses ont été montées. Et ensuite, on choisit des éléments de bois. Donc là, c'était des trucs, des poteaux, un certain nombre de choses, très précisément pour essayer de placer le bâtiment dans le temps. Donc, les datations ont donné en fait une charpente qui est extrêmement homogène, avec des arbres qui ont été abattus pour la plupart entre 1507 et 1508. L'ensemble de la structure. Il y a une question qui se posait pour les distributions intérieures qui paraissaient rajoutées. Et en fait, les distributions intérieures sont aussi du tout début du XVIe siècle, puisque sur les éléments qu'on voit qui ont été datés, on trouve autour de 1510. Donc il est difficile de savoir s'il y a eu des campagnes d'abattage, des stockages, de mise en place sur plusieurs années. Et donc on avait une maison très homogène. Et ça n'est pas si courant que ça, donc il y en a une autre qui est très semblable en Eure-et-Loire. Donc c'est la raison pour laquelle, donc pour des raisons d'histoire, le bâtiment a été classé au titre des monuments historiques. Alors, évidemment, le bâtiment initial, comme je vous l'ai montré, il a été énormément modifié. Donc on a essayé, nous, de comprendre de quelle manière, il avait été fait, je pense que c'est très lisible. Donc on a essayé de reconstituer l'histoire de la maison à partir
à partir de ce qui était relevé sur place et à partir aussi d'un certain nombre de documents anciens, et en particulier des inventaires au moment de décès, qui donnent une description de la maison. Alors c'est une description de notaire, ça parle simplement de salles, de couloirs, et c'est très difficile de faire le lien entre la description du notaire, par exemple en 1717, et l'état actuel, parce que les choses ont continué à bouger. Et ce qu'il avait souligné, en fait, nous échappe en grande partie, parce qu'évidemment, ces maisons qui, à la différence d'une église dans laquelle on ne change pas grand-chose, une maison, c'est quand même destiné à servir. Et donc, c'est forcément modernisé, adapté en fonction du mode de vie ou de l'utilisation. Donc, on va partir de l'état actuel, en fait, avec il y a des choses qui se repèrent très facilement, le pan de bois moderne, dont vous avez montré, les modifications d'ouverture, des portes créées, et des hangars construits à l'extérieur. Si on remonte au milieu du XVIIIe siècle, donc dans les descriptions, on a le petit bâtiment qu'on apercevait sur la droite de la façade du côté du jardin. En fait, c'est décrit. On peut imaginer que ce soit la boulangerie qui était décrite, effectivement les éléments de four. Une galerie, donc il y a toujours une galerie qui est décrite au premier étage, donc on peut imaginer qu'il y a eu une galerie. C'est très difficile de savoir où elle était installée, parce que cette galerie, on n'en a pas d'accroche sur la façade. Donc, si galerie il y a eu, si elle était à cet endroit-là. Et on a fait l'hypothèse aussi que le petit bâtiment qui était sur le côté avait correspondu à un moment à la vis, au grand escalier. Il est encore, là encore, on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement difficiles à imaginer, d'autant qu'on n'a pas de relation entre le jardin et la rue. Donc on a fait l'hypothèse à ce moment-là qu'il y a eu un couloir entre les portes qu'on voit sur la rue et l'escalier derrière, avec simplement des chambres avec un escalier pour les distribuer. Parce que ce que l'on sait par comparaison avec des bâtiments plus importants, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, en fait, les espaces se spécialisent. Au Moyen-Âge et encore à la Renaissance, en fait, on a des salles, des chambres, et ce qu'on appelle chambre, en fait, il s'y passe tout. C'est-à-dire qu'on a un lit qui est un petit clos, enfin, on a les images de ces lits qui sont fermés, mais on y a aussi des placards, tout le monde vit dans la même pièce, et ça n'est qu'au XVIIIe siècle, en fait, commence à apparaître des notions d'intimité et où les pièces se spécialisent. C'est quelque chose qui est assez tard et qui vient dans des bâtiments ruraux encore beaucoup plus tard, au 19 ou au 20e siècle. Sur les façades, donc on a là aussi reporté les modifications successives que l'on imaginait. Et ça, c'est pas simplement pour se faire plaisir et pour documenter, c'est quelque chose qui m'est demandé évidemment par l'autorité de contrôle, puisque tous les travaux qui sont imaginés doivent être soumis à une autorisation de travaux. C'est pas parce qu'on m'a donné un titre long comme le bras que je ne suis pas comme n'importe quel architecte soumis à une tutelle et un contrôle de l'administration. Ça n'a absolument rien à voir. J'interviens comme architecte du patrimoine, comme architecte privé. Ces modifications successives vont avoir une importance au moment du projet de restauration, parce qu'il faut savoir, est-ce qu'on garde l'édifice dans l'état dont on hérite, avec les taux ondulés, les constructions en ciment, des choses comme ça, ou alors est-ce qu'on essaye de supprimer tous ces ajouts, qui sont des altérations du bâtiment, mais jusqu'où va-t-on? Et là, c'est très difficile sur des édifices comme ça, parce que comme on a peu d'indices sur l'histoire de l'édifice, tout ce qu'on va retirer, c'est irréversible. Donc c'est la raison pour laquelle on a essayé de réfléchir effectivement à ce qu'on allait retirer et de quelle manière on allait restaurer l'édifice. Quand il s'agit de supprimer la gazinière au rez-de-chaussée, les modifications, le poêle qui passe au travers de... Là, la question ne se pose même pas. Mais est-ce que ça ne correspond pas à simplement des toutes petites modifications d'intervention du 19e siècle? Et si, quand on retire la modification du 19e siècle, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait dans un espace vide qui est complètement banalisé? Donc c'est toutes les questions qui se posaient au moment du projet de restauration. Et évidemment, s'agissant d'un bâtiment, je ne passe pas simplement
surtout dans un propriétaire privé, on ne le restaure pas simplement pour se faire plaisir. Enfin, moi je me fais plaisir, mais évidemment le client il va demander qu'est-ce qu'on en fait. Et au moment où on a commencé à intervenir, en fait, le porteur du projet, on va dire, c'était l'association. Puisque la propriétaire, Mme Claude Rousseau, qui voulait absolument que les choses se fassent, en fait, n'avait pas les moyens de mettre, ou elle ne voulait pas le mettre, parce que ce qu'on ne sait jamais avec les paysans, le premier départ, là, ce qu'on ne sait jamais avec les paysans, c'est effectivement si c'est simplement parce qu'on ne peut pas dépenser d'argent ou parce qu'on n'a pas les moyens. Mais, enfin, moi, je n'ai pas à avoir d'avis là-dessus. Donc la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on fait pour garder une partie d'usage privé, une partie affectée à l'association, donc pour faire une espèce de petite maison, un petit musée pardon, de la grande maison de Courmemin, donc établissement recevant du public, on va mettre des sanitaires, et donc on a fait un certain nombre de propositions avec des débats qui étaient assez, qui étaient très riches et à la fois très amusants, avec effectivement l'oncle qui a sa maison en face, mais on va faire machin, des études. Et avec un tour de table, donc il y avait une aide potentielle du ministère de la Culture, et comme c'était une association, une aide aussi possible du département et de la région. Donc c'était des réunions en mairie de Courmemin avec le député. En plus c'était bien parce qu'on avait un de gauche, un de droite, donc moi je l'aidais plus que l'autre, c'était tout à fait amusant. Et donc progressivement le tour de table financier a été mis en place. Et finalement, une des filles de Claude a dit non mais c'est n'importe quoi, moi je veux être chez moi. Et elle s'est débrouillée pour en fait s'est débrouillée avec sa mère et ses frères et sœurs pour en fait reprendre la main. Et donc on a fait un autre projet qui était destiné à restaurer la maison pour que ça reste une maison d'habitation et que ça reste dans la famille sans qu'il y ait d'utilisation publique. Donc le tour de table était plus compliqué encore à monter puisque c'était donc là une personne toute seule, le ministère de la Culture, et un propriétaire privé n'est pas aidé dans le département de Loir-et-Cher, un propriétaire privé n'est pas aidé par le Conseil général. Donc là, ce qui a été imaginé, donc on a fait une demande d'autorisation de travaux globale, mais c'est d'y aller vraiment progressivement. Et évidemment, la première chose à faire, c'était, il y avait son frère qui habitait, et il a construit une maison à l'entrée du bourg, et ensuite décomposer l'opération pour que ça soit supportable pour elle financièrement. Alors, il y a la subvention du ministère de la Culture, et comme avec son mari il y a suffisamment d'argent, plutôt que de payer des impôts, en fait, il défiscalise à partir du moment où il y a une aide du ministère de la Culture, et donc c'est une opération qui se monte sur plusieurs années, et les travaux que je vais vous montrer maintenant, en fait, c'est les travaux de restauration du clos et des couverts, c'est-à-dire qu'on a tout vidé l'intérieur et restauré la maison. Donc ça, c'était les dessins de l'état de donc avec différentes solutions, qui étaient, on a fait, tant qu'on en, comme je le dis toujours, tant qu'on en est à faire des petits dessins, on peut faire ce qu'on veut, donc modifier, discuter, donc avec l'architecte des bâtiments de France. Donc on avait des propositions très ambitieuses avec la restitution d'une tourelle d'escalier à l'extérieur. Et puis c'est le projet qui a été présenté pour lequel on a eu l'autorisation de travaux et la subvention. Et puis ensuite on a attaqué les travaux. Là c'est les travaux que je vais vous montrer. Alors la première chose à faire, à part évidemment la couverture, mais c'était d'essayer de voir de quelle manière on allait pouvoir stabiliser ce bois qui s'en conserve. Donc on a commencé par faire des sondages au niveau des sols pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau du soubassement. Et là il se passait ce qui se passe très souvent, c'est-à-dire que toute la partie en bois pourri a été supprimée dans la partie interne, puis remplacée par de la maçonnerie tout simplement. Donc il fallait... et comme la maison est collée vraiment le long de la rue, qui est un chemin départemental, donc qui est, on va dire, 50 cm trop haut, avec évidemment tout à l'égout qui passe en dessous, il est hors de question de changer le niveau de la rue. Donc il a fallu qu'on imagine des systèmes pour faire en sorte que, donc sans rétablir, puis on ne peut pas remonter la maison, donc avoir un système pour éviter que l'eau ne continue à rentrer et à ruiner le banc bois. C'est ce que je vais vous montrer. Bon, pour pouvoir travailler sur la structure, et en particulier sur les fondations, la première chose à faire, c'est de décharger.
Donc on a vidé toute la maison à l'intérieur en étayant, supprimé les tuiles et puis bâché. Parce que c'est comme le médecin, c'est d'abord ne pas nuire. Alors, donc avec les systèmes d'étayement qui ont été mis en place. Alors, les entreprises qui sont intervenues après qu'on ait eu l'autorisation de travaux, comme c'est un chantier privé, il y a eu une discussion avec la propriétaire pour savoir qui on fait travailler. Il se trouve qu'elle avait un ami d'enfance, charpentier, qui est passé par des bonnes maisons, on va dire, et installé comme artisan à Vernon-Solain, qui avait restauré la maison de son oncle en face. Problème de pan de bois, et pour lequel donc, elle m'a dit si ça ne tombe pas, on va travailler avec lui. Oui, il a raison, il avait fait la démonstration, c'est un bâtiment très compliqué, il m'avait montré des photos, qu'il était capable de le faire, et donc j'ai fait le pari qui était un pari gagné, enfin vous allez voir, de dire, tout c'est pas parce qu'ils sont que 3, ces maisons-là ont été construites avec des moyens qui étaient modestes, c'est pas la peine de faire venir une entreprise importante qui va coûter forcément plus cher, et en plus, comme c'était comme ils se connaissaient très très bien, si jamais il y a le moins de problèmes, Sébastien, qu'est-ce que tu fous pourquoi tu n'es pas là? Donc c'est des rapports qu'ils trouvent dans des chantiers privés. C'est pas parce que c'est classé que les choses sont différentes. En revanche, pour la reprise en sous-œuvre des maçonneries, il y avait un maçon très très bien là, qui avait travaillé à côté, mais il n'a pas, on a fait des dossiers complets avec tout le cahier des charges pour que l'entreprise n'ait pas les devis à faire, et qu'au contraire, il ait juste les prix à mettre en face du bordereau de prix. Et il n'a pas souhaité, il s'est fait peur. Il a dit, l'architecte est gentil, là, mais on va tout foutre par terre. Et donc on a travaillé avec une entreprise monument historique traditionnel de gloire plus importante. Après, évidemment, avoir fait une consultation d'entreprise, il n'était pas question de dire on a consulté, donc, comme je fais habituellement sur le marché public. Vous savez que sur le marché public, on y est obligé. Et de consulter, d'envoyer les cahiers des charges, d'avoir le prix, sans forcément dire aux entreprises qu'on consulte. En général, on a des conditions qui peuvent être importantes. Et à partir du moment où l'entreprise était retenue, il y a eu aussi des négociations pour savoir jusqu'où on allait en fonction de l'argent disponible, si on allait phaser les choses. Donc, pour intervenir sur le bâtiment, pour pouvoir intervenir sur la fondation, on a mis en place des éléments qui sont ceux-là, en passant au travers en bois pour supporter les planchers, de manière à pouvoir installer, donc, en dessous du niveau futur du sol, de reprendre une fondation, une longrine, appuyée sur, on a fait des vraies fondations sous les poteaux. Alors, on aurait été en marché public avec des bureaux de contrôle et des choses comme ça, on aurait fait une étude de sol, et là, c'était des choses qui n'étaient pas possibles, financièrement, et ça n'en valait pas non plus tellement la peine. On a fait comme on faisait au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'après avoir tout étayé, on est descendu pour essayer de trouver un sol convenable. Puis après, on a rempli de béton pour faire une bonne fondation. Donc ici, on a étayé les poutres, et commencé à dégager l'intérieur, donc on a retrouvé les cheminées pour les bûchers. Donc là, c'est un certain nombre de photographies du chantier. Les étapes suivantes, où en fait toute la couverture avait été déposée de manière à la reprendre. Donc les pannes cassées ont été remplacées. Enfin, c'est un travail qui est absolument traditionnel, même si l'échafaudage avait été mis en place par les maçons pour que le charpentier couvreur puisse travailler en sécurité. Et ensuite, donc je vais vous montrer un certain nombre d'éléments. Une fois que les choses sont démontées, on voit d'anciennes réparations là, avec des choses qui sont absolument plus stables, le remplissage qui était en train de. Un des charmes de la maison, c'était son remplissage, avec ces grandes briques posées. Et donc on a déposé que ce qui était indispensable pour pouvoir intervenir sur la charpente. On a gardé en place, parce que ce dont on s'est rendu compte en faisant les relevés, c'est que les remplissages n'avaient pas basculé vers l'extérieur, ce qu'on a cru puisqu'on a une saillie de 5 cm, et c'est probablement au XVIIIe siècle, ils sont allés acheter les briques chez Marcel, puis les briques elles étaient trop épaisses, mais ils les ont posées quand même, et ils les ont taillées un petit peu pour faire la sortie. Et donc cette disposition qui paraît, si
si on faisait ça aujourd'hui, on serait assassiné par l'architecte des bâtiments de France. Et là, ce dont on a, et donc ça c'est quelque chose, alors je n'ai pas pris la décision tout seul, hein, on a vu effectivement discuter avec le prédécesseur de Jacques qui est ici, on a discuté, on savait effectivement qu'est-ce qu'on faisait, et donc j'ai obtenu, on a décidé ensemble que effectivement on pouvait garder, c'était bizarre, mais c'est pas parce que c'est bizarre qu'il n'est pas ensemble, et là en l'occurrence c'était très probablement ensemble. Donc voilà certaines. Le travail qui se fait, c'est un travail qui n'est pas différent, alors on y est allé doucement, effectivement, en étayant tout, et puis avec des sangs pour éviter que ça bouge. Et il y a certaines réparations anciennes, comme celle-ci par exemple, vous voyez une partie de sablière qui avait été remplacée, qu'on a gardée. Bon, c'est une réparation, ça fait partie de l'histoire de l'édifice. Quand on allait dessus, évidemment c'est un peu bizarre, les côtes de boulons qui sortent, mais après, quand c'est dans l'ombre, caché par le coyot de la couverture, ça n'a pas de. Enfin, on pouvait très bien le laisser, d'autant plus, c'est la raison qui m'a fait défendre cette position-là, c'est que le bâtiment il a continué à se déformer. Et que quand on remplace par une pièce, elle est forcément droite. Donc, après, comme on prend, on est obligé de démonter, on est obligé d'aller beaucoup plus loin dans le démontage. C'est quelque chose que l'on n'a pas fait. Donc après, voilà, les pannes étaient cassées, donc là elles ont été remplacées. Et ça c'est le résultat de la restauration. Donc une fois terminé, je vais vous remonter toute une autre série de photos. Et avec des modifications, dans un premier temps, j'avais proposé qu'on reprenne cette ancienne porte qui vient interrompre le pan de bois. Mais comme on avait des mentions d'un cabinet extérieur au XVIIIe siècle, on a gardé cette trace du passage du temps, et donc on voit après que le auvent a été démonté, avec une gouttière mise en place, on retrouve quelque chose de la façade qui est probablement la façade du XVIe siècle. Alors, au moment de la restauration du clou et du couvert, on n'a pas pris position sur ce qu'il fallait faire de l'extérieur. On a simplement été obligé de démonter des trucs qui étaient en train de se casser la figure. C'est-à-dire que la boulangerie du XVIIIe siècle n'était pas fondée, donc là il a fallu la démonter. Et de la même manière, les bâtiments qui étaient de l'autre côté, là, ça ne tenait pas, donc on a tout démonté en se disant que pour la suite, en fonction de l'utilisation, il allait y avoir une nouvelle discussion avec le service des monuments historiques pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, évidemment, maintenant, reconstruire quelque chose devant une façade comme ça, je pense que ça viendra à l'idée de personne, mais on n'a pas pris, j'ai pas pris de position, parce qu'effectivement, là, on n'a plus la galerie, on n'a plus l'escalier. Alors, on revient on revient en arrière, avec, quand on a commencé à démonter en fait, c'était étayé, c'était en train de se casser la figure, donc on a simplement aidé à la chute, en étayant d'abord effectivement la couverture. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir monter nos échafaudages, on avait des choses à démonter qui étaient dangereuses. Donc c'est ce qui a été fait. Et donc on a découvert les anciennes réparations avec le pan de bois qui avait été remplacé par du parpaing, ce qui ne se voyait pas parce que c'était dans le bâtiment. Donc comme on travaillait sur la rue, on avait un grand filet pour éviter la poussière. Et donc ça c'est pour vous donner une idée de ce qu'étaient les déformations au moment de cet intervenu. Avec l'armoire, on était allé acheter la fenêtre chez Marcel, puis ça ne tenait pas, donc on a coupé le pan de bois, et ça c'est quelque chose qu'on a évidemment réparé. Avec tous les problèmes que peuvent poser ici les pénétrations d'eau, les assemblages, donc ça, la vue intérieure d'une des fenêtres anciennes qui a conservé ses volets, puisque au XVIIe siècle et encore au XVIIIe siècle, en Sologne, très souvent, il fallait faire le choix entre la lumière et le courant d'air. Donc, quand on fermait, c'était fermé complètement. Donc ici, les anciens étaiments, puisque tout le dos était pourri, donc surtout l'assemblage ici. Donc ça, c'est quelque chose qui existait quand on était intervenu. Donc là encore, je vous remonte par les différents étéments avec les différentes étapes. Voilà, rapidement, donc c'est le genre de choses, là encore on serait dans un bâtiment public avec bureau de contrôle et tout ça. On calcule, et là non, c'est le charpentier avec son expérience, son intelligence de la main, qui se fait prêter des étais par le maçon et sait, parce que de toute façon, pas plus que moi, il a envie que le bâtiment
François Parfait, c'était travaillé chez sa copine, donc et c'est vrai que dans ces cas-là, le bon sens et l'expérience du charpentier, même si Sébastien il avait 35 ans ou même pas 40 ans, l'expérience et le bon sens, il travaillait avec son père plutôt couvreur, mais voilà, ils y allaient doucement, si ça craque, on sait que ça bouge, donc comment on y va, et que l'architecte dans ces cas-là, évidemment on fait attention, on parle avant de la manière de faire, de toute façon c'est lui qui met en œuvre, hein, c'est pas moi qui suis en dessous, avec des choses très délicates, on va dire, c'est-à-dire qu'il a pour supprimer les parpaings qui étaient en dessous, donc il a simplement, avec des centres de camion, il a tenu ça pour le tenir, il a enquillé par en dessous ses croix de Saint-André, et puis après on a refait notre sol et notre béton pour le porter. C'est là du travail, c'est l'ébénisterie, hein, mais c'est possible sur des choses comme ça, simplement avec de la patience, et que, donc ça c'est pour vous montrer le pan de bois, la beauté de cette chose avant qu'on intervienne, parce que la difficulté pour nous quand on répare, c'est de dire, on peut y aller, on répare, mais après on a perdu tout le charme, tout ce qui faisait l'intérêt de la maison et tout l'amour que là en l'occurrence un propriétaire privé, c'est quelque chose qu'ils en méritent depuis très très longtemps, cette volonté qu'ils ont de faire ce travail-là. Évidemment, il faut que nous, on soit capable de garder ça. Donc, c'est la difficulté du chantier. Ça, c'est le vestige là, qui est tombé tout seul, là, ici. Quelques photos, voilà, avec les démontages, les équipements. Vous voyez, avec le couteau, il est soutenable. La charge repose sur ce chevalement qui est ici. Mais à partir du moment où on a déchargé les planchers, et la tuile qui est au-dessus, ça pèse que la façade, donc c'est pas grand-chose. Alors ça c'est, on avait de l'amiante, donc on avait aussi missionné un coordonnateur de sécurité, parce que c'était quand même quelque chose on avait une coactivité de 2 entreprises, donc le propriétaire était d'accord pour effectivement faire les choses correctement. Quand on a repéré l'amiante avec le coordonnateur de sécurité, on a fait ce qu'il fallait, donc la déclaration de travaux, on a passé un peu de temps, ça coûte effectivement très cher. Mais bon, la santé des travailleurs, voilà, c'est le code du travail, donc on a fait ça correctement, les plaques ont été emballées et puis les retraités par une entreprise spécialisée. Donc ça, voilà, le chantier qui avance et le charpentier a trouvé, pour refaire l'arbre électrique, il a trouvé un bout de bois qui était tordu pour retrouver quelque chose. Ça, c'était sur le chantier qui avance. Qui avance doucement, donc avec les moyens qu'ils avaient. Donc, on voit quelques photos du chantier. Donc avec des réparations traditionnelles, là encore de charpentier. Il arrive qu'on utilise des résines. Souvent, on va utiliser la résine pour faire des réparations sur des choses un peu compliquées comme ça. Souvent, ça coûte aussi cher que le bois. Et dans un cas comme celui-là, plutôt que d'aller appeler un spécialiste, on a fait comme on faisait avant. Et avant, quand on n'avait pas de résine, on a remplacé, fait des empiècements, des traits critères, enfin, tout le travail habituel du charpentier, qu'ils ne font pas souvent, mais qui s'apprennent. Là, en l'occurrence, Sébastien, quand il avait fait le Tour de France, et donc on l'a fait de façon tout à fait traditionnelle. Donc voilà, ça ressemble un peu électrique et tordu, là, il était très fier de ça. Et c'est vrai que le résultat est sympathique. Donc ici, le coulage de la fondation, donc c'est simplement une longue rime pour remettre en place. Donc ici, on sera au-dessous du niveau du sol, évidemment. Ça, c'était avant. Et du côté ça, c'est du côté de la rue où on a, donc là, vous voyez, c'est tout étayé, les poteaux ont été recoupés de manière à pouvoir passer une longue rime ici, et on va avoir un système de récupération des eaux au niveau du trottoir. Pour éviter qu'il y ait trop d'eau, déjà on a une gouttière, à Brest posée au-dessus, et on a un système de récupération de flotte pour éviter, évidemment, parce que le niveau du sol inférieur est plus bas. Le jour où on aura la cuisine et tout ça, pour la de famille, si on a l'humidité, donc voilà, les chaudrons traditionnels, vous voyez l'arrivée qu'on fera en été. Donc ici, cette photo est intéressante pour montrer à quel point la salière est déformée. Donc ici, je reviens sur la partie qui a de la poutre qui
sert d'arbalétrier, enfin, le sert d'entrée à la charpente a été empiécé sur l'extrémité. Donc voilà, simplement quelques photos du chantier. On a essayé de garder au maximum, évidemment, les bois anciens. Sur refixé, donc voilà, Sébastien Texera. On est content. Alors, ce qu'on a gardé pour l'instant, puisqu'on n'est pas du tout intervenu au niveau du plancher qui participe quand même au contre-ventement de la maison, on a gardé les anciennes consolidations, enfin tous les tirants métalliques. Pour l'instant, on a tout gardé, puisqu'on a eu une boîte vide et on a gardé, et ça, on verra ce qu'on fait, si c'est gênant ou pas. Toutes ces anciennes consolidations, parce que la maison a bougé depuis très très longtemps, tout ça pour l'instant a été conservé. Et voilà l'intérieur. Donc évidemment, tout ce qui était solive a été conservé, la vue intérieure et les quelques solives qui ont été remplacées ici au niveau du comble pour participer. Voilà le résultat final. On n'est évidemment pas revenu d'aucune manière sur les déformations, parce que sinon ça posera des problèmes au niveau évidemment des baies. Mais on a rouvert la fenêtre qui était ici. Et donc l'étape suivante, maintenant, c'est que la boîte est terminée. Donc il s'est passé presque 2 ans. Donc là, Virginie m'a rappelé en disant bon, maintenant on y va. De quelle manière va-t-on aménager l'intérieur? Donc il y a eu toute une discussion entre le début du chantier et aujourd'hui, il y a 3 enfants de plus. Donc c'est bien, on va remplir la maison pour savoir comment distribuer la maison. Puisqu'effectivement, on n'a pas d'escalier. Et donc la question se pose de savoir par où on va passer et comment, en touchant au minimum le plancher ancien, puisque malheureusement, on est sûr qu'il n'y avait pas d'escalier à l'intérieur, puisque tous les bois sont du début du XVIe siècle. Donc, je me vois mal dire on va faire un chevet, parce qu'on va montrer, il y en a qui seraient pas d'accord. Donc on va reprendre cette idée de mettre un escalier à l'extérieur, qui va nous permettre en plus d'y installer des petits sanitaires pour ne pas occuper les salles au rez-de-chaussée, parce que dans une famille, il faut quand même des toilettes au rez-de-chaussée. Donc on va avoir simplement une grande salle, enfin une grande cuisine d'un côté, en rétablissant les cheminées, et de l'autre côté les salles. Et à l'étage, plutôt que d'avoir une cage d'escalier très saillante et une pénétration à différents niveaux d'un comble, ce que j'ai proposé, c'est qu'on fasse des escaliers, puisque là on a beaucoup plus de liberté au niveau des solivages, de faire des espèces de petits escaliers, donc en gardant au maximum le pan de bois, celle de 1510, là, 2 petits escaliers pour accéder aux combles qui sont au-dessus. Le menuisier va se régaler, donc le charpentier, là, pour faire un escalier qui est assez raide et qui va monter dans ce coin-là. Et donc c'est tout ce qui est pièces d'eau évidemment à l'extérieur, pour aussi limiter les canalisations qui passent. Et puis maintenant on a 3 chambres à ce niveau-là. Et au-dessus, des grandes chambres ou salles de jeu avec un petit sanitaire au-dessus. Donc là on est actuellement en train de travailler là-dessus. On s'est à peu près mis d'accord. J'ai réussi à mettre d'accord les 2 époux. Toujours à ce moment-là. Ça peut être amusant, enfin ça c'est le travail traditionnel de l'architecte. Dans une des chambres, on peut rétablir une lucarne, sauf que tout le monde n'a plus de lucarne, mais on a trouvé sur la sablière les traces des assemblages, donc on va pouvoir proposer une lucarne, alors qu'ici on aura simplement des châssis éclairants dans la couverture. Donc ici c'est le projet de restauration. Donc là, le projet est terminé, le cahier des charges, et on va commencer la consultation des entreprises. Donc on va travailler avec les gens évidemment avec qui on avait travaillé la première tranche, donc à la fois là, le charpentier menuisier qui va travailler, donc le chauffage à l'électricité c'est autre chose. Et il se trouve que le conducteur de travaux de l'entreprise MH, maintenant c'est mise à son compte. Donc on va avoir vraiment que des toutes petites structures qui vont travailler dessus. Et donc ici c'est le projet de restauration qui pour l'instant n'a pas encore été soumis à l'autorisation de travaux, puisqu'on en est vraiment à la phase de conception. Donc il y aura une discussion. Parce que comme il s'agit quand même de faire une habitation, la difficulté va être de faire avaler au cercle des monuments historiques, on va cacher le pan de bois intérieur. Parce qu'évidemment, il n'est pas question de garder un. Enfin, même si c'est très joli, le pan de bois, il est surtout en briques, c'est une vraie passoire à calories. Donc
bien isolé d'une manière ou d'une autre. Là, il va y avoir une discussion pour savoir si... Alors, ce que je vais défendre, c'est que ce sont des aménagements réversibles. On a restauré notre structure comme il faut le faire, et tout ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir le retirer. On va mettre des choses... Après, je ne sais ce qui va sortir, donc avec voilà, le petit projet de restauration de la lucarne, et puis les châssis qui rentrent voiture. Et de l'autre côté, donc la petite boîte dans laquelle un petit pan de bois. Donc, on a des exemples, après je ne vais pas ramener, mais on a des exemples de bâtiments en Sologne qui servent de modèle pour simplement avoir un escalier qui va monter pour pouvoir accéder à une porte qui existe à l'extérieur. Pour l'instant, qui n'a pas d'accès, mais on ne va pas modifier évidemment les versements dans la façade, dans le cas question. Le traitement du pignon, donc on verra effectivement une porte d'entrée et puis le bâtiment sur le côté. Alors, le travail qu'on fait de restauration doit être documenté. Parce que l'idée, c'est que dans l'évolution des maisons, maintenant, le bâtiment est classé au type de monument historique. Et donc, on va garder la mémoire des travaux qui ont été faits. C'est ce qu'on appelle le dossier des ouvrages exécutés. Et là, je voulais vous donner un exemple de ce qui est demandé. Souvent, on se fait un monde, enfin, les artisans se font un monde de ce genre de choses, il faut dessiner. Et là, Sébastien, sur un bout de papier, il a simplement noté, à partir de mes relevés, il a fait des croquis des éléments qui sont remplacés. Donc, on les a aussi bien au niveau, surtout là-dessus. Alors, on ne voit pas très bien, là, on a quelques pièces de bois qui ont été remplacées ici. Et pareil, la croix ici très visible. Ici, on voit, donc on a les éléments des croix de Saint-André. Les croix de Saint-André au niveau du soubassement, les appuis, enfin quelques pièces de bois qui ont été changées. Et ici, au niveau de la charpente, donc les poteaux le poteau qui a été renforcé avec une croix de avec simplement une petite jambe de force à la place de l'élément qui est en place, et puis un arbre ici, un autre de l'autre côté. Il y a une ancienne consolidation qu'on n'a pas supprimée, c'est qu'un des poteaux avait été doublé en béton au début du rez-de-chaussée, et tout ça posé sur une énorme fondation. Donc on l'a gardé, même si c'est pas très esthétique, enfin, on voit le traiter à l'intérieur, parce que le démonter, c'était prendre un risque et endommager le bois, parce qu'on aurait été obligé de reprendre la fondation. Enfin, c'était vraiment une usine à gaz, comme je dis, et donc il y a eu une discussion là-dessus, et on a gardé le poteau, on aura une grande pièce et un poteau un peu plus savant à l'intérieur. Donc ici, sur la façade, simplement, vous voyez quelques éléments, donc les croisées en bois qui ont été restaurés, et certains éléments, donc vous voyez l'intervention est assez limitée. Donc pareil, plus d'intervention au niveau du fêtage et des pannes, parce que là elles étaient souvent cassées. Donc le solivage de l'épage. Et voilà. Merci. Les entreprises locales. Bon, en fait, vous avez relié le siècle des années 1500, 1600, avec le 21e, en permettant qu'il y ait la reproduction fidèle, ou le plus fidèle possible, et montrer qu'à la fois il est possible de réaliser avec une maîtrise des coûts, puisque le cher et le pas cher sont des vocables qu'on a en tête. Donc, est-ce que cela vous inspire à l'assistance qui comprend de nombreux élus ou d'hommes ayant du savoir-faire, parce qu'on reconnaît ici des gens du bâtiment, est-ce que ça vous inspire des questions importantes par rapport à la démarche, compte tenu de la richesse à la fois du travail, mais aussi de ce que vous aviez en main au départ, parce que vous aviez un beau bâtiment. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'en ai deux pour amorcer, pour revenir au début de votre propos, à propos donc du gisement qui existe en Sologne-de-Naubois et de l'androchronologie. Vous avez évoqué la datation d'abattage des arbres, et a priori un usage assez rapide. A priori, hein. Donc, est-ce qu'on sait s'il y avait ou non de la conservation avant la mise en œuvre
Donc une opération peut-être de séchage ou de ressuyage avant ou après l'équarrissage. Ça c'est la première, je vous pose la deuxième tout de suite, qui est liée à cela. Vous avez parlé d'une vis, et puis d'un arbalétrier moderne, hein, de 21e, sur lequel on avait recherché la forme de la déformation, finalement. Et est-ce que la vis était une déformation naturelle de la pièce utilisée? Pour la vis, là, c'est un arbre, en fait, qui a été un bois de brun qui a été carré et ensuite qui a été taillé avec tout les morcelles. Et donc pour la première, par rapport à la datation et l'utilisation du bois, on le sort de la forêt, parce qu'il est abattu, on le sort de la forêt et on le met en œuvre. Est-ce qu'il y a des délais? Alors on le connaît, c'est quelque chose sur lequel il y a des gens qui travaillent, en particulier le CNRS à Tours, la Frédéric Epo. C'est très difficile à dire sur des bâtiments comme ceux-là qui sont en fait, on est obligé d'imaginer par comparaison avec des très grands édifices. On vient de travailler, là je viens de terminer la restauration de la charpente de Bourges et on a eu un très gros accompagnement scientifique sur cette charpente du XIIIe siècle. Et en fait, entre ce que pensaient les archéologues à partir d'exemples plus récents du XVIe siècle, où effectivement on dit toujours que les bois sont abattus, ils sont mis en œuvre. On a des exemples, par exemple l'hôtel Dieu de Bourges. On a des mentions très précises effectivement du marché, on sait que ça s'est mis en place très rapidement. Et sur la cathédrale de Bourges, donc pour le XIIIe siècle, tout le monde pensait la même chose, puisque tous les exemples que vous connaissez, c'est comme ça. Et en fait, à Bourges, on s'est rendu compte que, d'abord, on a pensé à un chantier très progressif de la charpente, sur pratiquement 50 ans de mise en œuvre des bois. Et apparemment, ce qui se serait passé, parce que pour parler de ce qui se passait au XIIIe siècle, c'est un peu la boule de cristal, mais apparemment, au moment où on a commencé le chantier de la cathédrale, c'est-à-dire qu'on a démoli la cathédrale romane en 1195, et entre ce moment-là et le moment où on commence à mettre en place le bois sur la couverture, sur le charpente, donc il se passe 50 ans, pratiquement 50 ans, qui correspond au chantier de la maçonnerie. Apparemment, on a planté les arbres en 1995, le chapitre a acheté des terrains, planté les arbres, et on a commencé à faire des abattages dans les années 1230, mais avec des stockages, et pour une mise en place 15 ans plus tard. Et là encore, et pour une fin de chantier, en fait, ça a duré une vingtaine d'années, parce que la charpente a coûté pratiquement le prix de la maçonnerie. C'est quelque chose. Mais là encore, c'est la recherche. Quand je vois ce que m'ont raconté les archéologues au début du chantier, après au milieu du chantier, maintenant, et ce qu'ils publient, on a l'impression qu'ils ne parlent pas du même édifice. Donc, il est probable qu'en fonction de. On peut imaginer donc, que cette maison, c'est une maison noble, avec des salles, avec une vis. On peut imaginer que le commanditaire, il a l'argent, il veut aller vite. En fait, ces chantiers de cathédrale, c'est pas parce que c'était très loin à mettre en œuvre, c'est parce qu'il fallait rassembler les financements. Et qu'on a des arrêts de chantier très souvent à cause de ces problèmes financiers. Donc là, on n'a pas les marchés du XVIe siècle pour savoir effectivement ce qui était demandé, quel était le délai d'intervention des charpentes, parce que les marchés du XVIe siècle, on en a pour certains châteaux, on en a pour Fontainebleau, par exemple, moins pour Chambord, mais pour Fontainebleau, et on voit que c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, l'entrepreneur il s'engage sur un délai, il y a des pénalités de retard, c'est exactement comme autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, je ne saurais pas vous dire. On peut imaginer, effectivement, enfin, c'est ce que disaient les gens qui ont travaillé sur l'arbrochronologie, on abat les bois et on les met en œuvre tout de suite. Mais comme on a quand même un hiatus, on a les façades, c'est 1507, 1508 et l'intérieur 1510. Est-ce que ça veut dire qu'on a deux étapes de mise en place, ou est-ce qu'au contraire, c'est tout simplement parce qu'on a battu les premiers et puis que finalement on a tout mis en place en 1500? Quelle autre question vous inspire Il y avait une technique qui disait qu'on abattait les arbres, on les immergeait dans les étangs pendant des périodes de 10 à 30 ans, et qu'on les en payait après. Est-ce que c'est vérifié ça? Effectivement, c'est des choses qu'on entend.
Quand on regarde les marchés de travaux, vraiment les pièces comptables de l'époque, on n'a pas d'exemple. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Et c'est vrai qu'il y a souvent des traditions pour dire effectivement faire en sorte qu'ils conservent. Alors, souvent sur les bois qui ont été utilisés, c'est des bois de brun, et on retire tout ce qui est l'écorce, il reste très peu d'oublié. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de serre, puisque c'est du bois mort en fait que on met en œuvre. Mais que le travail, on garde le cœur obligatoirement. Ah oui. Autre question par rapport à l'énorme travail. Les architectes. Une question d'endroit. Est-ce que tous les bois sont des bois équarris ou est-ce qu'il y a des bois sciés dans cette maison de Non, c'est que des 1500? bois écarts. Tout est écarré. Et donc, en fait, le cœur du bois est toujours au centre. Oui. Et comme c'était il y a 6 ans déjà quand même. Enfin, on ne l'a pas vu sur ce bâtiment. On ne voit pas la trace de la finition de la. Parce que souvent dans les filles, toujours il reste un petit. Au moment où les deux parties se déchirent, il reste une partie où on voit que c'était fait autrement qu'à la scie mécanique. Voilà, c'est la demande qu'on voit. C'est vraiment. Autre question, qu'est-ce qui est devenu la vis? Alors, la vis, elle est stockée dans une vieille grange, et que la question, effectivement, va se poser de savoir ce qu'on en fait. Parce que Le musée. Parce qu'on ne pourra pas la réutiliser dans l'escalier, puisque de toute façon, souvent, pour réutiliser des choses comme ça, on est obligé de refaire des mortels, donc c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il faut qu'on ça fait partie des questions qui se sont posées. Pour l'instant, il n'y avait pas d'utilité. À partir du moment où on supprimait les haubans extérieurs, de toute façon, la vis, elle était tellement, un tel flambant sur la hauteur qu'elle ne portait plus. Donc, c'était difficile de la garder en place. Donc, elle a pour l'instant, elle a été déposée. Et à propos de cette vis, à votre avis, est-ce qu'elle venait d'un bâtiment antérieur? Elle est mystérieuse à cet endroit et sans véritable usage finalement. Les grandes maisons, les grandes maisons comme celle de Cremona, au moment à la fin du Moyen-Âge, en fait, il y en a une quinzaine qui sont c'est quelque chose comme ça, il y en a une quinzaine sur Cremona. C'est vraiment un centre très important. Alors, en fait, elle est plus récente que ce qu'on pensait, parce que le texte qu'on connaît, c'est plutôt pour le XVe siècle. Cette maison est plus récente, mais d'où vient la vis, ce qui a été sur place, ça, on n'a toujours pas compris comment on montait au premier étage. C'est vrai qu'on manque d'éléments aujourd'hui pour être sûr de quoi que ce soit. On espérait trouver quelque chose. Quand on a dégagé les sols, on n'a pas trouvé, parce que même si c'était des monuments, il y a forcément une petite trace de fondation. Et ça a été tellement modifié au temps, à la période, un sol qui s'aligne tire tout, et on n'a rien trouvé. On a vraiment. On est très pauvre en Oui, quelle restauration déjà existante vous servez de référence en Sologne, peut-être aussi bien pour reprendre les techniques qui ont déjà été utilisées, qui ont fait leur preuve, que pour éviter un certain nombre de bêtises qui ont été faites sur d'autres chantiers? C'était la première maison à Pont-de-Bois que je restaurais. Je suis allé voir, moi, il y en a une qui n'est pas très loin, qui a été restaurée, c'est à Veillen. La forge à Veillen. Mais c'est un travail le travail sur la charpente, c'est un travail, les techniques ne sont pas différentes d'une charpente d'église sur façade comme celle-là. Alors je dis non, c'est pas la première que je restaure, on a travaillé à Lavardin, sur une grande maison sur laquelle on entend voir. C'est la vallée du Loire. Oui. Je pense que et éviter les bêtises, c'était éviter
éviter à tout prix de vouloir utiliser des techniques qui ne soient pas, comment dire, assurées. Et surtout aussi, il y a quelque chose auquel je fais très attention, c'est de ne pas demander à une entreprise ou un compagnon de faire quelque chose qu'il ne comprend pas ou qui ne lui plaît pas. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, c'est pas moi qui le mets en œuvre. Et qu'on travaille avec des gens qui ont une expérience et je dois toujours m'appuyer sur l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on n'en discute pas, parce qu'effectivement, il y a des traditions qui peuvent être mauvaises ou qui sont récentes, mais très souvent, le travail avec les compagnons est pour moi vraiment très important. Et à ce propos, on voit de plus en plus de réparations de charpentes anciennes, on est vu dans la région parisienne, à Versailles, avec des pièces métalliques. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette pratique qui devient, j'ai l'impression, assez courante? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure où il s'agit de faire des renforts d'inertie, c'est-à-dire que quand on a des planchers à porter, des choses comme ça. Et donc, évidemment, on va plutôt privilégier augmenter une section avec du bois, parce que ça va bien venir, mais après tout, le métal, pourquoi pas. C'est un matériau dont on connaît très bien le module d'élasticité, il faut faire attention au problème de dilatation, pourquoi pas. Il y a d'autres cas où la réparation métallique, c'est tout simplement parce qu'on demande à un maçon de faire un travail et une entreprise générale et que ils savent pas, ils connaissent pas, ils n'ont pas l'intelligence de la charpente et qu'ils font ça parce qu'ils ne savent pas faire autrement. C'est de la même manière qu'on voit combien de fois dans les églises où on voit des balles de fenêtres avec des vitraux qui sont remplis en maçonnerie parce qu'on a demandé aux maçons de faire une phrase d'Amérique. Ça se fait plus, hein. Question, alors c'est plus une interrogation collective, c'est de se dire, on a bien vu au premier atelier qu'il y avait Gilles Grasse confirmé, qui a travaillé sur l'inventaire des bâtis 16e, il y a un patrimoine important sur ce 16e qui s'étiole un peu au 19e, enfin on a quand même moins de 2-3 siècles de construction à pans de bois. Ce patrimoine est en très mauvais état, sauf quelques cas exceptionnels, effectivement, comme la grande maison. C'est à la fois du ressort du public et du privé de s'emparer de cette question-là. Et c'est dommage, effectivement, de constater qu'il y a une déperdition, que tout ça s'affaiblit, que les compétences se perdent, que les savoir-faire peuvent se ressusciter, mais qu'à un moment donné, on ne les aura quand même plus. Il n'est pas temps, en fait, de reprendre un peu à bras-le-corps à la fois l'expertise et en même temps de faire émerger une vraie politique de restauration, de protection et de restauration de ce patrimoine. Alors, effectivement, il faudrait qu'il y ait un inventaire qui soit fait. Il y a un service régional de l'inventaire, donc il faut porter le projet aux élus régionaux, parce que le service de l'inventaire, c'est régional. Il faut qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur cette thématique. Ça, c'est pas compliqué, il faut du temps, il faut un projet. Sur les techniques, depuis que le monde est monde, on dit que avant c'était mieux et que il y a eu au milieu du 19e siècle, la question se posait pour toutes les techniques de restauration, puisque avec le début de l'industrialisation et après la Révolution, on a abandonné un certain nombre de bâtiments. Et l'histoire du service des monuments historiques, c'est ça. C'est de dire à un moment, on a une date très précise qui est 1849, qui est la circulaire d'entretien des cathédrales, où effectivement, Viollet-le-Duc et Mérimée défendent l'idée que si on restaurer doit se faire avec les techniques traditionnelles. Et que c'est le moyen de garder l'authenticité. Alors c'est une conception du 19e siècle qui n'est plus la nôtre. Et il n'empêche que c'est intéressant parce que c'est le moment où effectivement, sur des grands chantiers, parce que ça a commencé sur des grands chantiers, comme par exemple la Sainte-Chapelle à Paris, pour restaurer la charpente, au lieu d'utiliser ce qu'on avait utilisé peu avant sur la cathédrale de Rouen, la fonte, qui est des matériaux modernes, quelque chose, après un certain nombre d'incendies de cathédrales, comme Saint-Denis ou Chartres, on a refait des charpentes en métal. Là, l'idée c'est de dire, non, on est en train de perdre ces techniques-là, donc au milieu du 19e siècle, il faut absolument qu'on continue, qu'on ressuscite ce travail traditionnel de l'artisan
et on se remet à faire des grandes charpentes en bois. Et ça, c'est quelque chose auquel le service des monuments historiques, il est aussi conservatoire des techniques. C'est vrai que le contexte, aujourd'hui, on n'est vraiment pas bonne de ce point de vue-là, parce que compte tenu des à-coups incroyables de programmation, on a effectivement le crédit du ministère de l'Agriculture sur les monuments historiques qui font des vagues, et c'est très difficile d'avoir une continuité, parce que on voit bien, moi je vois bien dans les grandes entreprises, toutes les peines du monde à empêcher les compagnons sur le Tour de France. C'est plutôt le contraire, c'est que les compagnons ont même du mal à trouver une vidéo. C'est vrai que là, on n'est pas capable de former des jeunes à l'amour de ce métier. De toute façon, c'est vrai que là on voit ce jeune charpentier là, qui aime ça et qui fait ce travail-là. Il faut vraiment que ça. En fait, en plus, il fait la démonstration, c'est possible. On dit, on va chez le marché, on achète des machins, on achète des tables, tout ça. Et lui, il fait la démonstration que c'est possible, et même sur un monument qui est classé au titre de monument historique. La formation est quelque chose qui est ressorti dans les ateliers avec les professionnels qui étaient là. Mais depuis l'amont en forêt jusqu'à la menuiserie, en passant bien sûr par les charpentiers, c'est vraiment une question de fond qui dépasse forcément le cadre de la grande Sologne. Mais c'est préoccupant pour justement la maintenance de l'ensemble de ces chantiers-là. Et puis le travail manuel qu'il faut valoriser comme il faut. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Mais c'est vrai aussi chez nous, parce que les architectes, pour faire de la formation partout, réussir à faire dessiner, c'est quelque chose. Même le professeur, vous avez vu ça. Avec les ordinateurs, on a l'impression que tout se fait tout seul. C'est inspirant. Ça, c'est... Ben oui, mais on voit... Alors c'est vrai qu'après, il faut qu'on fasse la démonstration d'abord sur des choses comme ça. Enfin, l'informatique, ça présente rien à faire. Je vais vous demander, c'est des relevés qui sont pas forcément de pièces qui sont tous au bois, puisque ils sont restitués de façon au trait. Bah non, parce que nous, on est complètement informatisé, mais il n'empêche que, moi je l'ai vu, les bons dessinateurs à la main, c'est des dessinateurs aussi en informatique. Ceux qui dessinaient pas bien, c'est un outil. C'est pas parce qu'on est passé du crayon au retrait et puis ensuite à l'informatique. Mais c'est pas une raison pour... non, la catastrophe dans les écoles d'architecture, c'est les images de synthèse. Mais là, on est très très bien ça. Autre question? Il m'en restait une technique, puisque vous parliez métal, professeur. Vous avez fait le choix de poser une gouttière. Donc on a aperçu à un moment donné qu'ils se trouvent en retrait. Est-ce que ça doit constituer une recommandation pour les futurs bâtiments à restaurer, pour éviter finalement que ça dégouline aux pieds, pas sur la rue, parce que c'est pas uniquement ça. Moi j'en pose tout le temps. Alors après, ça suppose qu'elles soient entretenues, mais c'est une gouttière entretenue. Et si on a des arbres auprès, s'il faut y passer 4 fois par an et qu'on n'y passe pas 4 fois par an, on va tout bousiller. Mais c'est vrai que moi je pense il y a des générations d'architectes avant moi qui ont interdit ou déposé les gouttières. Et puis moi maintenant on intervient sur des bâtiments complètement lépreux, pourris du pied, donc on repose des gouttières. Peut-être que la génération d'après va c'est, ça fait 30 ans que je suis dans le département. Au début, j'étais architecte du bâtiment en France, parce que j'ai tourné sur les édifices. Et une fois, c'était en Beauce, où j'avais un problème sur un édifice. Là, il y avait des problèmes d'eau, et on m'a proposé des gouttières. Et le couvreur qui avait été invité par le maire, ça, ce petit programme d'entretien, il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, vos armes, elles sont comme ça. Si je les ai vus, pas trop grave. On est à peu près dans les temps pour respecter les délais. Tout à l'heure, votre incidence sur les cahiers des charges du 16e m'a rappelé moi, un texte de Sébastien Lepresse, maréchal de Vauban, qui faisait une circulaire à Louvois, on est dans les 1660, pour lui rappeler les délais des chantiers et les raisons de retard. Il appelait ça, il reste des queues d'ouvrage. Et il évoquait le traitement des marchés publics de l'époque, en disant que le choix du moins cher n'était pas forcément le meilleur, puisque
pour arriver à finir les chantiers, ce qui avait été choisi à moins cher était obligé de faire des efforts, nous disparaissait. Nous sommes en 760, on est pareil. On va essayer de respecter les délais, on le recommandait vivement à nos lois. Et en la matière, est-ce que s'il y a des échanges, monsieur l'architecte en chef, on pourra le faire avec le buffet. S'il y a des